donc le plaisir d'avoir comme invité, au moins pour la 5e fois, Miguel Benasayac. Là, c'est pour son dernier livre, La singularité du vivant. Il est franco-argentin et il a un passé assez non orthodoxe. Il était dans la lutte armée contre la dictature militaire en Argentine, côté guévariste. Ça lui a valu d'être attrapé, arrêté, mis dans les geôles de la dictature argentine, celle des années 70 jusqu'à 83, 76 à 83 très exactement, et puis torturé. Il n'a jamais fait un parcours académique, universitaire. Par contre, ce qu'il aime, c'est la lutte sur le terrain. Il est philosophe, ça vous le savez, mais il est aussi psychanalyste parce qu'il a fallu se reconstruire après ce qu'il a vécu. Il est auteur d'une 40aine de livres. Dans ce cycle de livres qui parlent du vivant et du transhumanisme et du post-humain, de l'homme augmenté, il y a 3 autres livres. La fabrique du vivant, coécrit avec Pierre-Henri Gouillan, biologiste. Le cerveau augmenté, l'homme diminué. Et puis voilà, le titre en dit long. Et j'ai oublié de dire que s'il n'a pas suivi une carrière académique, c'est qu'il aime la résistance sur le terrain, sur le territoire, c'est-à-dire dans la pratique. Et là, il est par exemple cofondateur du collectif Malgré tout. Alors, au fait, c'est un peu compliqué de présenter ces bouquins parce que c'était compliqué de l'écrire aussi. C'est un bouquin qui est le fruit un tout petit peu de plusieurs années d'études, de travail. C'est un point d'arrivée, un point de nouveau départ aussi à la fois, mais c'est un point d'arrivée de quelques décennies de travail vraiment, qui ont commencé il y a très longtemps avec, quand j'ai travaillé à la Salpêtrière avec Francisco Varela. Moi je ne faisais pas partie, comme toujours, parce que d'Ivryt, de mon côté un peu marginal, je ne faisais pas partie de l'équipe, je travaillais avec Varela. C'est comme ça que je travaille. Je travaille avec des gens qui veulent travailler avec moi sans être institutionnel, moi. Hein, c'est-à-dire, la seule fois qu'ils m'ont attrapé, c'était quand ils m'ont mis en tôle. Après, ça m'a suffi. Moi je travaille d'à côté, quoi. Mais bon, ça fait très longtemps que j'ai commencé à travailler en neurophysiologie de la perception avec Varela et en essayant de comprendre des sujets qui touchent comme ça, à ce qu'aujourd'hui j'appelle la singularité du vivant. Et ce bouquin est un tout petit peu un point d'arrivée, effectivement, et ces points d'arrivée étaient compliqués à faire, à tel point qu'un autre membre illustre des collectifs, Bastien Cani, a dû coécrire et m'aider, m'organiser, parce que j'avais trop de matériel, trop de choses, et il y avait quelque chose qui ne m'arrive jamais, c'est-à-dire en général, je me mets, j'écris, comme je me suis beaucoup reproduit, mes filles me passent sur la tête, elles font du bruit, je continue à écrire, mais là, c'est tellement compliqué. Et la complication continue même par rapport à dire ce qu'il y a là-dedans, parce que ce qu'il y a là-dedans touche à quelque chose que... Il y a 2 possibilités. Soit les gens sont au courant de cette problématique-là, et alors ils voient clairement de quoi il s'agit, soit les gens ne sont pas au courant, ils disent « mais c'est incroyable qu'on fasse un bouquin là-dessus ». Parce que la problématique c'est quoi? La problématique c'est qu'à l'époque qu'on vit, d'un point de vue scientifique, il n'y a plus aucune possibilité de déterminer la différence entre les vivants et l'inerte, entre les vivants et la machine. Il n'y a aucune possibilité. C'est-à-dire que il n'existe pas, d'après la biologie moléculaire, d'après les travaux en informatique, n'est-ce pas, les travaux de modélisation, etc., après les travaux de biologie de synthèse, c'est-à-dire que tout ce qui touche un tout petit peu aux recherches les plus pointues qui structurent notre époque et qui modifient notre monde, il n'existe pas la possibilité
de dire voilà la différence qualitative entre les vivants et l'appareil. Alors, pour les gens qui sont au courant, la question c'est mais où tu mets la différence, pourquoi tu fais une différence, n'est-ce pas? Et pour les gens qui ne sont pas au courant, ça semble une question un peu folle, hein, parce qu'ils disent voilà, entre l'appareil de radio et mon chien, j'ai fait la différence. Bon. Or, la vérité c'est que avec les travaux de vie artificielle, d'intelligence artificielle, des robotiques, des nanos, etc., le cognitivisme, aujourd'hui cette frontière entre les vivants, la culture, la pensée et la machine, l'algorithme, n'est plus une frontière qualitative, n'est qu'une différence quantitative. Alors, moi je travaille là-dessus, ma recherche elle est là-dessus depuis de longues années, en essayant de comprendre un tout petit peu cette hybridation, ce monde-là d'hybridation qui est en train de modifier la culture, le vivant, la pensée, le monde dans sa matérialité. Hein, en essayant de comprendre ces changements-là et en essayant de voir si est-ce que c'est vrai qu'il existe quelque chose d'irréductible dans les vivants, dans la culture, dans la pensée, qui ne soit pas, je sais pas, dépassable, assimilable au monde de l'algorithme. Alors, pour situer la problématique, je vous donne un exemple sur lequel, avec Bastien, on a parlé dans le bouquin, qui est la rencontre qu'il y a un an exactement, j'ai participé, ils m'ont invité à Nice. Hein, il y a un an exactement, ils m'ont invité. On était 6 chercheurs, c'était l'époque où j'avais sorti les bouquins sur le cerveau augmenté, homme diminué. On m'a invité à une réunion à Nice qui était très très rigolote, non? Parce qu'il y avait un Asiatique qui avait perdu les championnats du monde de Go contre la machine AlphaGo. Il y avait donc l'Asiatique, et on est 5-6 chercheurs, et il y avait dans un endroit très beau qui est le promenade de Nice, un amphithéâtre petit, très beau, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, il y avait un public aussi. Et la question c'était, il y avait une photo d'AlphaGo, AlphaGo, apparemment on ne l'avait pas invité, elle n'était pas là, la machine, mais il y avait une photo d'AlphaGo, il y avait donc l'Asiatique qui avait perdu, et 6 chercheurs, dont 5 qui expliquaient qu'aujourd'hui on pouvait tout modéliser, qu'effectivement, ça y est, on avait passé à notre stade du vivant, etc. Et moi qui étais un tout petit peu l'original, mettons, un peu le rigolo, parce que j'étais censé dire qu'il y avait une différence entre AlphaGo et l'Asiatique. Voyez. Alors c'était quand même une réunion un peu rigolote, parce que vous imaginez, les publics qui venaient, ils venaient pour voir vraiment, effectivement, tiens, on dit qu'il y a une différence entre l'Asiatique en question, je ne me souviens pas son nom, excusez-moi, entre l'Asiatique en question et AlphaGo, il dit qu'il y a une différence, non, qu'il n'y a pas. Mais je pensais, le monsieur qui servait le café, la dame de ménage, le monsieur de la sécurité, il devait penser qu'on était tous barjots. Parce que c'était une réunion très sérieuse dans laquelle il y avait des chercheurs qui venaient des États-Unis, on nous payait les voyages, l'hôtel, pour dire si est-ce qu'il y avait ou pas une différence entre la machine qui était dans la photo et les bonhommes. Vous voyez? J'imagine que ça a dû rester quand même un tout petit peu incompréhensible pour ces gens-là. De quoi il s'agissait la réunion? Est-ce qu'on était en train de rigoler? C'était les nouveaux surréalistes, n'est-ce pas? Mais la question c'est que bon, d'abord l'Asiatique il a commencé en train de dire très très content, mais c'est difficile de savoir quand un Asiatique il est content ou pas, non? Mais bon, il a dit qu'il n'était pas bien content dans tous les cas, et qu'une des causes pour lesquelles il n'était pas mécontent, c'est que maintenant il a été embauché par l'entreprise qui avait fabriqué AlphaGo. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu le Moyen-Âge, on est dans un quartier moyenâgeux, non? C'est ce qu'au Moyen-Âge on appelait les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu, ça veut dire que celui qui est par la force écrasé l'autre, ce n'était pas simplement la force.
il y avait une raison. Vous comprenez? C'était le jugement de Dieu. C'est-à-dire que celui qui perdait, s'il perdait, c'était parce que Dieu l'avait voulu. Vous comprenez? Donc là, les Chinois, apparemment, il adhérait au jugement de Dieu. Et alors il avait dit, bon, si AlphaGo il a gagné, je me plie à AlphaGo. Et maintenant il travaille avec AlphaGo. Alors lui, il a commencé, à expliquer son vécu. Et son vécu était très simple. Il a dit, écoutez, dorénavant, toujours les machines vont gagner. Ouais. Et c'est pas la peine de courir à côté d'une bagnole parce que la bagnole va toujours gagner. Et la machine va toujours gagner. Et les cerveaux humains, alors là, il n'était pas neurophysiologiste, hein, c'est-à-dire, mais bon, les autres non plus, c'était mon avantage. Et alors, il expliquait un tout petit peu de façon un peu surréaliste, comme dans l'intelligence artificielle, il y a une vision un peu surréaliste du cerveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'ils s'imaginent qui est le cerveau, mais bon. Et alors, il expliquait que AlphaGo fonctionnait comme le cerveau humain, mais simplement en plus. Vous comprenez? Voilà, l'idée c'est en plus. Mais le problème c'est que tous les autres 5 chercheurs qui travaillaient tous sur des modélisations différentes du cerveau. Il y avait une femme qui est très connue, qui travaille sur la modélisation des circuits affectifs du cerveau. C'est-à-dire, elle modélise pour comprendre quels circuits se mettent en branle quand on est amoureux, fâché, l'amitié, n'est-ce pas? Il modélise ça, il reproduit ça. Et il crée des choses comme ce qui existe déjà, que sont les applications amis. Vous savez, c'est-à-dire votre smartphone ou un petit robot peut être un bon ami. Vous voyez, parce que une fois qu'on a modélisé les circuits qui se mettent en branle quand il y a un rapport d'amitié, ils disent voilà, l'amitié est ça. Non? Bon, et les autres modélisaient des trucs plus proches du calcul, de l'intelligence artificielle, etc. Et m'est arrivé mon tour, et tout le monde m'attendait, non, pour dire bon, voilà. Et alors le problème c'est que tous ces gens-là étaient d'accord sur une chose, excusez-moi, tous en commun, c'est que la seule différence qu'il y avait entre les cerveaux humains et la machine était quantitative. La seule différence est quantitative. Et ils ne disaient pas, mais ils insinuaient petit à petit, non, avant qu'arrive mon tour, que les seuls qui aujourd'hui trouvaient des différences qualitatives, c'était, alors il le disait comme ça, comme l'air de rien, il disait ça, mais c'était un coup de pied pour moi, non? C'est les obscurantistes, ou les religieux, ou les fanatiques, voilà. Et alors donc, moi, avant de prendre la parole, j'étais déjà taxé des religieux, obscurantistes et fanatiques, non? Et alors, le problème est là, le problème est là. Le problème est que nous sommes dans une situation actuelle, un monde dans lequel la majorité du monde scientifique ne peut plus affirmer qu'il y ait une différence qualitative, n'est-ce pas, entre les fonctionnements du cerveau et du vivant et les fonctionnements de la machine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'affirmer. Ils disent que non, hein. C'est-à-dire même des grands intellectuels comme Jean Petitot, vous savez, l'épistémologue français, lui il dit on ne doit plus parler des dignités du vivant. Et c'est drôle parce que la phrase de son texte dit aucun biologiste actuel pourrait parler des dignités du vivant. Alors moi j'ai dit merde, je suis un biologiste inactuel. Il dit parce que effectivement pour un biologiste actuel, la vie, ce qu'on appelle la vie, non, d'une façon poétique, comme ça on appelle la vie, ce n'est que l'agencement bienheureux des macromolécules. N'est-ce pas? C'est les mondes de Lego. C'est ce qu'avec Pierre-Henri Gouillon, dans notre bouquin, on appelait les mondes Lego. Vous savez, comme les Lego pour les enfants. Qui est la théorie bottom-up c'est la théorie bottom-up de la biologie moléculaire. Hein, c'est-à-dire, ce qu'on appelle la vie, on l'appelle la vie. C'est un imaginaire, on l'appelle la vie, mais à vrai dire, on appelle vie à partir d'un certain niveau d'agencement des macromolécules. Effectivement, il commence à émerger des comportements différents. Vous comprenez? C'est-à-dire, bon, ça c'est clair, hein, c'est-à-dire, il y a des effets de seuil, dus à l'agencement quantitatif qui fait qu'il y ait des comportements différents émergents. Mais par un effet de seuil,
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau dans lequel on dit non mais ça c'est le propre du vivant. Bon. Alors, Jean Petitot aussi dans le même texte dit il faudrait en finir aussi, il est temps d'en finir avec l'ambiguïté du concept pour aller vers la clarté de l'algorithme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut arrêter tous ces trucs un peu ambigus, un peu subjectifs, comme imaginaires, n'est-ce pas? Pour aller vers... Bon. Et Jean Petitot, dans ce texte-là, que c'est son texte, si vous voulez le trouver, il est sur Internet, hein, c'est son texte est sur Paul Valéry. Jean Petitot, il explique d'une façon très claire, et si je le cite, c'est parce que ce n'est pas un transhumaniste un peu délirant, hein, c'est vraiment un très 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 grand épistémologue français. Dans son texte, il explique exactement ce que j'essaie de vous dire. Il explique que la grande mutation, le grand changement de notre époque, c'est que c'est fini de cette conceptualisation rétrograde, hein, et due à l'ignorance, que jusque-là nous faisait penser, nous faisait croire qu'il y avait dans la pensée la production des concepts complexes, n'est-ce pas? Et que le monde du vivant avait une différence qualitative avec le monde de l'inerte. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, il faut en finir avec ça. Alors, bon, tout mon boulot est un boulot qui a eu plusieurs étapes. Hein, il y a eu plusieurs étapes. Avec les cerveaux augmentés, hommes diminués, j'ai voulu passer de toute une longue étape dans laquelle j'avais travaillé très nettement, par exemple, un cerveau dans la recherche, mais aussi j'avais travaillé avec les mondes des sourds, hein, sur l'implant cochléaire. Pour deux choses. D'un point de vue culturel, l'implant cochléaire pose un problème. Pose un problème parce que les sourds ne sont pas simplement des handicapés diminués. Les sourds sont aussi un mode de vie, un mode d'être un être humain. C'est-à-dire que les sourds ont une culture, ont une langue, n'est-ce pas? Les sourds conceptualisent de façon différente que l'entendant, n'est-ce pas? Donc l'implant cochléaire, d'un point de vue culturel, va dans ce sens de l'unification, la uniformisation, vous voyez, d'éliminer la diversité, et de dire, voilà, qu'est-ce qui peut désirer un sourd? Entendre, vous voyez. Or, j'ai travaillé avec les sourds parce que la communauté sourde est venue me chercher, hein, et ils m'ont dit, nous voulons comprendre un peu avec toi. Et je parle vraiment il y a très très longtemps, hein, il y a plus de 20 ans que je travaille avec la communauté sourde française, argentine, en rapport avec d'autres communautés sourdes. Alors ils disaient, bon voilà, avec l'implant cochléaire, ils veulent faire du sourd un entendant réparé, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est un ex-sourd, un entendant qui a été réparé. Or nous avons notre culture, nous avons notre rapport au monde différent, et nous ne voulons pas être des sous-entendants. Nous voulons qu'on reconnaisse notre culture. Alors j'ai travaillé longtemps avec eux, mais à la fois je me suis mis à travailler aussi par rapport à ce qui était ma spécialité, qui était cerveau. De comprendre comment fonctionnait le cerveau du sourd, qui effectivement ne fonctionne en rien comme un cerveau diminué. En rien. Le cerveau du sourd intègre les informations et conceptualise, imagine de façon différente que le cerveau d'un entendant. N'est-ce pas? Si vous regardez à niveau neurophysiologique, rien ne vous dit qu'il y a une diminution. Alors, effectivement, le nerf auditif, il est atrophié, mais à niveau de l'intégration cérébrale, non, il n'y a pas un moi, il y a un différent. C'est un tout petit peu, ça fait penser, pour ceux et celles qui connaissent, ça résonne la phrase fameuse de Spinoza qu'il faut expliquer après, mais que, quand il dit un aveugle ne manque pas de la vue, pas plus qu'une pierre, il dit. Non, ce sont des niveaux de perfection différentes. Ce sont des niveaux de perfection différentes. Alors par perfection, il ne faut pas entendre une hiérarchie, il faut entendre une complétude. Hein? Il ne va pas dire que l'un est plus parfait ou moins parfait. Il dit ce sont des niveaux, tous les deux sont complets de façon différente. Bon. Mais je me suis mis à travailler sur l'implant cochléaire. Mais l'implant cochléaire, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, l'implant cochléaire, vous savez, c'est un chip que vous mettez dans le cerveau qui garantit l'interface entre la zone auditive du cerveau et les mini-ordinateurs qui transforment
les sons en stimuli. Non? Bon. Mais j'ai voulu comprendre, je me suis dit, bon, ça c'est intrusif. Mais j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le cerveau des humains de par la seule utilisation des machines digitales. Je me suis mis à travailler et ce que j'ai trouvé pour mon bouquin antérieur, effectivement, c'est que la seule utilisation, donc non intrusive, des machines digitales au quotidien induisait des transformations physiologiques et anatomiques dans les cerveaux des humains. Alors, c'était quand même un sacré truc. Quand j'ai sorti ce bouquin-là, effectivement, j'ai essayé de montrer quelles étaient les invariantes du fonctionnement du cerveau qui n'étaient pas pareilles que les appareils dits intelligents, etc. Bon, très bien. Donc la différence entre une machine et un cerveau. Quand j'ai sorti ce bouquin-là, j'ai eu un choc. Parce que, effectivement, de par mon côté un peu marginal par rapport à l'académie, à vrai dire, j'étais nommé professeur et j'ai toléré 3 ans d'être professeur et je suis parti, non? Mais, de par mon côté un peu marginal, je me suis dit, les chercheurs patentés, boum, ceux qui cherchent des sous pour faire de la recherche, vous savez, c'est ça les chercheurs? Non, 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 il y a des chercheurs très sérieux. Alors, je veux dire, les chercheurs patentés, ils vont me tomber dessus en disant, mais tes protocoles de la recherche n'étaient pas vraiment bien faits. Et pas du tout. Pas du tout. C'était pire. Ils m'ont tous dit, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Même les plus connus des transhumanistes français, Laurent Alexandre, dans un dialogue, il me dit, oui, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ces modifications du cerveau, ces simplifications du cerveau, c'est-à-dire que les trucs que j'ai trouvés, c'était par exemple qu'une tas de fonctions, pour dire comme ça, après dans la discussion on peut revenir, une tas de fonctions qui jusque-là étaient réservées au cerveau humain, étaient déléguées à la machine. Voilà, de quoi il parlait les bouquins, c'était ça, de comment le cerveau, pour le dire d'une façon un peu méchante et caricaturale, comment il se vide de ses fonctions et les délègue aux machines et on passe à dépendre des machines. Comme les vivants passent à dépendre... Bon, alors la réponse était pire. Pourquoi? Parce que quelle était la réaction? La réaction c'était de dire c'est vrai, tout ce que tu dis c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il continue? Et qu'est-ce qu'il disait après? Il disait et alors? Vous comprenez? C'est-à-dire que la réaction des chercheurs, des biologistes, des gens qui sont dans l'intelligence artificielle, etc., était de dire tout ce que tu dis, c'est délégation des fonctions qui vont vers une simplification du cerveau et une dépendance du vivant par rapport au réseau machine, etc. Donc, ça veut dire la capture des segments du cerveau comme des segments d'une combinatoire technique. Vous voyez? Ni plus ni moins. Il me disait, ce que tu dis, c'est vrai. Et alors? Voilà. On est dans une grande mutation. Le vivant ne sera plus comme avant. On va vers un post-organique, et alors ce post-organique fera que l'homme, l'être humain, ne fonctionnera plus comme avant. Alors c'est là où je me suis mis à travailler, effectivement, pour arriver à cet bouquin-là, La singularité des vivants, c'est que Bastien m'a aidé à pouvoir mettre en forme, n'est-ce pas, qui est effectivement un effort pour essayer de dire quel était, de mon point de vue des chercheurs et d'épistémologues, n'est-ce pas, quelles étaient les invariantes du vivant qui n'étaient pas réductibles à des algorithmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelles étaient les différences qualitatives qu'on pouvait trouver et pourquoi? Et pourquoi, à la fois, il y avait, de mon point de vue, une urgence à les trouver. Alors, pourquoi il y a une urgence à les trouver? Eh bien, il y a une urgence à les trouver parce que, comme je l'avais vu dans mes bouquins antérieurs, dans ma recherche antérieure, l'hybridation entre l'humain et la machine est un fait. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Est un fait. Alors, tous ceux qui sont plus de 40 ans, bon, ils ont déjà une structuration de leur cerveau qui fait que l'assimilation de la machine est une assimilation dans laquelle quand même s'assimile avec quelque chose d'existant. Pour les mômes, vous voyez, pour les jeunes, cette hybridation
va dans le sens d'une fausse hybridation, qui est la première hypothèse de ce bouquin. Non? C'est qu'on vit un moment d'hybridation, mais cette hybridation, qui est une mutation d'un point de vue, si on se place d'un point de vue de la biologie de l'évolution, est une mutation. Un changement des modes de vie sur la Terre, n'est-ce pas? Alors, cette mutation, cette hybridation est une fausse hybridation. Pourquoi? Parce que quand on dit hybridation, ça veut dire qu'il y a deux entités qui se mélangent et qui émergent autre chose. Mais ici, il n'y a pas deux entités. Parce que pour les chercheurs et pour le travail social, pour l'ingénierie sociale qui utilise le monde digital, il n'y a pas deux pôles, vous comprenez? Il y a un seul pôle. Il y a le pôle de l'algorithme et le pôle du vivant qui est comme l'autre, mais en moi. Vous comprenez? Ce n'est pas une hybridation. L'hybridation est en fait, mais les collègues n'acceptent pas parler d'hybridation, même s'ils utilisent les mots, n'est-ce pas? Mais ils n'acceptent pas parler d'hybridation parce qu'ils nient qu'il y ait deux entités qualitativement différentes. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi je considère que la vie est un assemblage modulaire des macromolécules et que l'intelligence est un processus algorithmique, calculatif, avec prévisibilité, etc., etc. Donc, je considère que les mêmes règles de fonctionnement de la machine sont les règles de fonctionnement du vivant. Et donc, le problème, et là où moi je trouve un côté engagement et urgence, la vérité, c'est que je crois que on n'est pas dans une hybridation, on est dans une colonisation assez brutale, n'est-ce pas, de la logique de la machine sur la logique du vivant et de la culture. Par ignorance, donc, de toute singularité du vivant et de la culture. Alors, donc, mon bouquin est ça. Mon bouquin est un effort pour présenter d'une façon compliquée. C'est-à-dire que ce bouquin est un bouquin qui s'adresse au monde scientifique, mais aussi à tous les publics qui s'intéressent à la chose. Effectivement, ce n'est pas un bouquin de vulgarisation, c'est un bouquin d'hypothèse, un bouquin d'invitation à penser, à comprendre les phénomènes, n'est-ce pas? Dans lequel l'effort était pour essayer de fixer les invariantes propres au vivant et à la culture, non réductibles au monde de l'algorithme. Et donc, dans le bouquin, ce que j'ai essayé de construire, c'est un modèle organique pour comprendre, pour essayer d'expliquer aux collègues, aux chercheurs, mais aussi à tout le monde, parce que vous savez, là maintenant, que Prochians, il était nommé conseiller, vous savez, pour l'arrivée des algorithmes, des mondes digital dans l'éducation nationale, etc. Eh bien, Prochians, c'est quelqu'un qui est vraiment génial, il est très très intéressant, etc. Mais le problème, c'est que si à l'école, si l'éducation nationale, on fonctionne avec l'idée de que le cerveau des enfants est comme un ordinateur en moi, n'est-ce pas? Et que ce qu'on doit faire, c'est donc éduquer l'enfant de la même façon qu'on introduit de l'information dans un ordinateur, c'est un désastre, vous comprenez? Alors, l'effort est pour essayer de dire attention, qu'est-ce qu'est un cerveau qui apprend? Et en quoi il y a une différence entre la transmission et l'information, par exemple? Et en quoi les corps ne sont pas l'empêchement, ce qui empêche de tourner en rond, n'est-ce pas? Et aussi, dans le bouquin, j'essaie d'expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce que des chercheurs si intelligents, si cultivés, etc., de temps en temps, c'est fou parce qu'ils nient des évidences que d'ailleurs ça se passe d'une façon assez bizarre, vous voyez, parce que quand on parle entre nous, n'est-ce pas? Et parler entre nous, ça signifie, par exemple, vous savez, si vous parlez avec un biologiste moléculaire, il va vous dire que, bon, qu'effectivement, toute cette histoire du tout génétique, les génomes humains, cette histoire quand même, bon, de la manifestation du gène, que tout ça, il faut voir qu'il y a eu beaucoup d'excès, etc. Mais après,
pour travailler, pour continuer à travailler, pour avoir un financement, pour pouvoir continuer à modeler notre monde. Il y a une position comme ça qu'on dirait, mais c'est un peu bizarre, vous comprenez? Il y a quand même un angle mort. Pour moi, il y avait un angle mort. Cet angle mort, moi j'ai voulu le comprendre anthropologiquement. Et l'hypothèse que j'ai proposée est la suivante. Il s'avère quand même que depuis l'histoire même de l'humanité, il existe ce que pour moi relève d'une sorte de pathologie, disons, existentielle, qui est ce désir qu'a l'être humain de dépasser son corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'être autre chose qu'un corps. Hein? Alors les religions monothéistes, et surtout les religions monothéistes, parce que le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme sont plus sages là-dessus, non, sont un peu moins radicales. Mais dans les religions monothéistes, il y a la reprise de cette idée de Platon, excusez-moi, vous savez, c'est comme les pianistes, on apporte des trucs. Hein. Je vais partir frustré de ne pas avoir joué. Vous savez, dans la caverne de Platon, il y a cette idée, il y a plusieurs exégèses possibles de la caverne de Platon, mais il y a ce que Platon dit très concrètement. Et qu'est-ce qu'il dit Platon très concrètement? Il dit que l'esclave qui s'échappe, n'est-ce pas? Il voit que le vrai monde, c'est le monde des idées et des archétypes. Et que le monde faux, le monde des simulacres et le monde des corps. Ça, c'est ce qu'écrit Platon. Après, l'esclave qui s'échappe, c'est quand même vachement enthousiasmant parce qu'il voit la vérité, on le sigouille après parce qu'il a dit la vérité. Mais après, on se dit, mais quelle est la vérité qui dit? Ben, la vérité qui dit l'esclave qui s'échappe, c'est les corps sont les simulacres et la vraie vie, c'est la vie des archétypes idéaux qui sont là dehors, du côté de la lumière. Ah, alors là, moi, parmi les responsabilités que j'avais dans la prison, c'était de préparer la fugue. Vous savez, dans la prison, il y avait différentes responsabilités. Moi, ma responsabilité, c'est de préparer la fugue. C'était un échec total. On est restés tous dedans des années. Et alors, là, l'esclave qui s'échappe, effectivement, on dit bravo, bravo. Et alors, donc, Platon, qu'est-ce qu'il dit? Platon, il dit les corps sont corruptibles. Corruptible. Vous savez, avec toute l'histoire sur la corruption qui remplace les idées politiques, aujourd'hui, la corruption. Alors, les corps sont corruptibles. Les corps sont les simulacres. Et alors, Platon, il écrit, l'homme est une plante qui puise ses racines dans le ciel et non pas dans la terre. Et les corps corruptibles sont la prison de l'âme, après. Hein? Les corps et la prison de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout à coup, il y avait l'âme qui pouvait se libérer, il y avait les vraies idées, il y avait la vie après la mort, il y avait le communisme final dans lequel les causes, disons, externes allaient modifier la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien n'était inné, tout était acquis. Vous savez, c'était les modes religieux d'un certain communisme, n'est-ce pas? De dire, quand même, une fois qu'on fera la révolution, il n'y aura que des caractères acquis, donc même la biologie même de l'homme va changer. Tout ça, ça fonctionnait plus ou moins. Vous voyez bien mon compatriote Francisco qui essaie de sauver le Vatican, je ne sais pas quoi. Mais plus personne ne pense qu'on va se libérer du corps, ni par le communisme, ni par la religion. On ne croit pas trop. À ce moment-là, il arrive le monde de l'algorithme. Et il dit quoi? Il dit, mais les gars, ne vous inquiétez plus, la vraie vie est dans l'algorithme. Et moi, je vais vous libérer du corps. Et c'est le projet transorganique, post-organique actuel. C'est-à-dire, moi, je vous propose même un exercice que vous pouvez faire grâce à Internet et sans être des biologistes ou des chercheurs, mais vous pouvez le faire. Regardez quels sont les objectifs dits, clairement dits, de la plupart des recherches aujourd'hui financées en biologie, en robotique, etc. Vous verrez que si vous essayez de voir l'essence de la recherche, au moins 60% de ces recherches-là sont dans l'essence du post-organique. N'est-ce pas? Dépasser la régulation, dépasser les limites. Vous comprenez? Il y a quand même une sorte de
charge métaphysique très très grande chez les chercheurs, n'est-ce pas, qui n'a pas à voir avec sa pratique des chercheurs, à voir avec cette nouvelle promesse, non, que le monde serait le monde de l'algorithme. Si on veut lire d'une façon ça plus simple, plus bête, mais plus claire, vous n'avez qu'à lire le bouquin de Laurent Alexandre, par exemple, n'est-ce pas? Laurent Alexandre, voilà, c'est le mec qui a écrit La mort de la mort. Alors on dit, ah tiens, mais Miguelito, il vend 10 bouquins, Laurent Alexandre 10 000. Bien sûr, vous imaginez, moi je dis, ah, il y a des régulations, il faut mourir, il faut vieillir. Et l'autre, il dit, on va abolir la mort. Alors bon, effectivement, les jours là où je jouais les saxophones à l'Olympia, j'ai parlé juste après Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, c'est une anecdote, je m'excuse parce que je l'ai raconté 1000 fois, mais quand même, c'est traumatique. Vous savez, les traumas, c'est ça. Les traumas, d'un point de vue psychiatrique, c'est ça. On revient au lieu parce qu'on n'a pas pu... On ne peut pas croire, on ne peut pas croire. Je ne peux pas croire deux choses, que j'ai joué les saxophones à l'Olympia. Et deuxièmement, oui, parce que je suis arrivé à la conférence et j'ai dit à l'Olympia, je ne vais pas parler. Alors j'ai joué les saxophones et arrivé le directeur de TEDx, il m'a dit non, maintenant tu parles. Mais avant moi, juste, Laurent Alexandre avait, comme ça, vous les connaissez, les personnages, nous, voilà. Parce que si on ne les voit pas, on n'y croit pas. Et alors le mec, il dit, parmi vous, il y a, je ne me souviens pas, mettons 100, il a dit, je ne sais pas quoi, qui vont vivre 1000 ans. Oh, moi, c'était une tombola, oui. Et c'est sûr qu'il est déjà né l'enfant qui ne va pas mourir. Oh merde. Et bon, d'accord. D'abord, j'ai eu un moment d'hésitation. Je ne savais pas s'il fallait quand même que là, j'ai une réaction plutôt psychiatrique, n'est-ce pas? Dire, mais est-ce que tu as pris tes médicaments ce matin, mon chéri? Mais non, c'était un conférencier comme moi. Sauf que moi, j'arrive après, et j'ai dit, vous savez, la mort est un comportement acquis quand même, c'est-à-dire et adopté par l'évolution des espèces, parce que c'était un comportement qui permettait de réguler. De quoi il nous parle, celui-là, non? Il nous dit qu'il faut mourir, c'est ridicule. Alors, Laurent Alexandre, il dit, Miguel, il est bien sympathique, mais il est bioconservateur. Parce qu'il veut quand même qu'on garde ces corps-là corruptibles. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire si mes enfants veulent être immortels? Je dis, bah, je sais pas, tu les envoies chez les psychologues. Et alors, bon, la question est là, vous comprenez? C'est-à-dire, ça serait une blague, ça serait très rigolo si ce monde-là n'était pas notre monde déjà, vous comprenez? Ça serait très très rigolo si l'ensemble des recherches, la modélisation du monde actuel, la conviction de que rien dans les territoires ne peut pas être soluble dans la carte, dans la cartographie, vous comprenez? Si tout ceci était juste une vaste blague, voyez, on pourrait tous rigoler. Le problème, c'est qu'il faut absolument faire un effort énorme, dans le cas à moi, m'a coûté un effort énorme, d'essayer aujourd'hui de dire il y a du non modélisable, il y a donc cette différence qualitative. Je voulais faire cette introduction en disant bon, de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Comme le public, je connais certaines personnes, mais pas tous. L'idée, c'est pas d'axer sur la biologie, ou sur l'informatique, ou sur la culture, je sais pas. Donc, ce que je propose, c'est d'arrêter cette introduction-là pour passer un dialogue dans lequel, plutôt, par rapport à vos questionnements, par rapport aux inquiétudes, pouvoir répondre un tout petit peu. Et si j'ai oublié quelque chose, ben, je l'ai dit après, je m'arrange dans une réponse pour placer mon truc. Voilà, alors si vous êtes d'accord, je vous passe la parole. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui en ont? Levez la main, oui, là-bas, messieurs. Ouais, moi j'aurais une question par rapport à hybridation et colonisation. En fait, je crois que c'est Giuseppe Longo à la fin qui explore un petit peu la canne de l'aveugle, qui est une hybridation fertile, productive, utile, et qui étend le sens et les sensations possibles de l'humain, du vivant, versus
une colonisation, et il prend l'exemple notamment de la voiture autonome qui se gare toute seule et qui coupe le vivant de ses sens. Absolument. Et du coup, je me demande si... Enfin voilà, je sens que la différence est subtile entre une hybridation bonne et versus une colonisation dangereuse, mauvaise. Inquiétante, en tous les cas, oui. Et du coup, je me dis, voilà, comment raisonner, comment penser ça, comment décider, comment influer. Au fait, moi, sincèrement, je ne suis pas technophobe. Hein. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une frontière à établir, de dire ça, il ne faut pas faire. Non, je ne pense pas qu'il faut dire ça, il ne faut pas faire. L'histoire de l'humanité est une histoire d'hybridation permanente. C'est-à-dire, même quand vous apprenez à jouer la flûte, si vous donnez des coups de marteau, en permanence, il y a une hybridation, il y a un changement. N'importe quelle activité, vous grattez le bout du nez, n'importe quelle activité modifie les circuits cérébraux, etc. Donc, l'hybridation est un phénomène permanent. Et le problème, c'est quand tout à coup, vraiment par ignorance de la singularité, dans la voiture, la Google Car concrètement, n'est-ce pas? Il y a deux exemples qui me viennent en tête. La Google Car et le dernier algorithme de lecture d'informations qui s'utilise dans les laboratoires scientifiques. Alors, la Google Car, il s'avère quand même que, effectivement, on nous dit je peux te construire une voiture qui, d'ailleurs, vous savez, c'est ce qui existe dans l'hôpital où je travaillais pendant des années. Au sous-sol, il y avait des Google Cars petites depuis longtemps. Ce sont les mini-robots plateformes, vous savez, qui évitent les obstacles, qui vont, qui viennent. Donc, c'est-à-dire que la Google Car, c'est simplement l'application de ça avec beaucoup plus d'informatique dedans. Ce n'est pas non plus un truc magique. C'est-à-dire que des bagnoles puissent se conduire toutes seules sans se cogner contre d'autres bagnoles et je ne sais pas quoi. C'est pas non plus... voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Google Car? Donc pourquoi tant d'histoires? Eh bien, tant d'histoires parce que la Google Car arrive non pas pour, au sous-sol de l'hôpital, distribuer des paquets. Il arrive dans un endroit dans lequel des gens meurent tout le temps. Et que c'est investi d'un imaginaire très fort. Vous savez, l'hybridation homme-voiture, c'est incroyable. C'est-à-dire que la métamorphose comme ça qu'ils subissent la plupart de nos contemporains quand tout à coup ils sont au volant, non? Moi je connais des gens qui sont adorables, mais que quand ils sont sur la route, et que, Christian par exemple, et quand ils sont sur la route, si quelqu'un le double, il devient Cro-Magnon, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, donc, ce que je veux dire, il y a une charge imaginaire très très forte. Alors, la délégation de cette fonction-là pose un peu de problème, n'est-ce pas? Alors, parce qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Alors, donc, les problèmes de la Google Car se réduit à un détail, mais que ce détail-là, il est central, qui est les fameux logiciels éthiques, comme ils appellent de la Google Car. Alors, le logiciel éthique veut dire quoi? Le logiciel éthique veut dire tout bêtement que la Google Car, entre un chat et un enfant, doit savoir qu'il faut écraser les chats. Voilà. Et que... pardon? Je me disais, entre un vieux et un jeune... Entre un vieux et un jeune, il faut quand même écraser le vieux, ça n'a aucun... Parce que d'abord, il produit plus. Et on lui paye la retraite, quand même. Là, les logiciels, il y aurait moins de problèmes qu'avec les chats. Parce que ça dépend aussi comment il est l'enfant. Alors, donc, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'effectivement, ces logiciels éthiques de la Google Car, qui paraît être un détail, n'est pas un détail, parce que une merdouille à 4 roues qui a un radar et qui évite les obstacles, ça existait en tant que car, la voiture. Alors, il y a une délégation, vous comprenez, de la fonction éthique, de la fonction humaine, de la fonction pulsionnelle. Et alors, c'est là où l'hybridation pose problème. Parce que, on dit, mais c'est quoi l'éthique? L'éthique est quand même quelque chose qui est toujours situationnel. L'éthique n'est pas la morale, dans le sens que la morale sont des règles universelles dans toute situation. L'éthique, non, l'éthique, elle est situationnelle, ici et maintenant,
avec des corps engagés. Vous voyez, la morale, elle est hors corps et hors sol. En tant que l'éthique, non, l'éthique c'est parce que j'ai un corps, parce que je peux souffrir, parce que je peux jouir, etc. Ici et maintenant, je fais ou je ne fais pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'éthique implique toujours des corps engagés dans une situation concrète. Alors, c'est là où, je dirais, il y a une hybridation qui est une colonisation plutôt. Parce que tout à coup, les bonhommes qui délèguent sa fonction situationnelle, vraiment est en train de déléguer sa liberté. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ici à 300 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la base même du vivant. C'est-à-dire donner du sens à une situation. Donner du sens. Mais les sens ne préexistent jamais à la situation. Vous comprenez? Les sens, c'est ce qui va émerger dans la situation parce que les corps sont engagés et d'une certaine façon. Vous comprenez? Parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a de la perte, vous voyez? Donc là, c'est là, dans ces cas-là, il y a une colonisation. Après, par exemple, quand on dit les fameuses expériences qui a coûté 3 sous, mais que c'était très rigolote, des chauffeurs qui conduisaient avec les GPS et des nouveaux chauffeurs qui conduisaient avec GPS ou sans GPS. Alors, effectivement, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace, au bout des 300 sont atrophiés, etc., etc. Alors, ils disent, mais voilà, non, mais voilà, Miguelito, voilà, maintenant qu'il y a le GPS, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le sens du progrès. Ça, on va dire un mot par rapport au progrès, parce que l'innovation technique, ce n'est pas le progrès c'est quelque chose d'autre, n'est-ce pas? L'innovation technique, c'est une innovation technique. Alors, l'idée, là, il faut qu'on puisse discuter. Il faut qu'on puisse discuter. Mais pour discuter, la discussion ne doit pas se passer d'une façon ridicule, comme on me propose la discussion. On me dit, mais toi, tu veux te paumer en banlieue? Non, non, je ne veux pas me paumer en banlieue, non, avec la bagnole. Et Dieu sait que je me paume déjà à Paris, non, parce que... et alors, donc, tu veux te paumer, ou tu veux arriver là où tu vas? Vous comprenez? La discussion ne peut pas être comme ça. La discussion doit être sous condition de qu'il y ait des crétins comme moi qui étudient ce qu'on perd. Vous comprenez? Et non pas seulement étudier ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne, c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, les mecs, ils disent, je vais du point A au point B, ils oublient tout l'entourage, il oublie absolument son corps qui se déplace, et pour aller du point A au point B, il n'y a pas de photo. C'est mieux un GPS. Le problème, c'est que le vivant, et pas que par, voyez, l'oreille interne, etc., mais aussi l'oreille interne, mais pas que l'oreille interne, n'est-ce pas? Encore se repère dans l'espace, et par ces repérages dans l'espace, il peut se repérer même dans un espace inconnu, par exemple, n'est-ce pas? Alors, il y a un repérage qui est l'effort qui ça coûte pour arriver quelque part, vous voyez. Donc il y a une série d'éléments, n'est-ce pas, qui servent pour se repérer dans l'espace. Alors, si la discussion est qu'est-ce qui est plus efficace, est-ce que tu veux te paumer en banlieue, ou... Effectivement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas cette discussion-là. Et c'est là où c'est une colonisation. Tu vois, c'est-à-dire que, à la limite, l'idée un peu naïve, disons, l'idée un peu naïve, c'est que dans certaines circonstances, dans certaines situations, ce serait bien d'avoir un GPS. Tu vois? Mais à la fois, avoir cette possibilité de régulation qui dit, dans certaines circonstances, ça c'est bien d'avoir un GPS. Tu vois? L'idée, c'est pas de dire, les GPS, c'est mauvais. Mais pour cela, il faut quand même qu'on soit capable, non pas d'un point de vue moral, de dire les GPS te condamnent, mon fils. Il faut quand même que socialement, culturellement et même en tant qu'expérience, on sache qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Vous comprenez? Si quelqu'un dit aujourd'hui je mets le GPS et demain je ne le mets pas, mais les jours où il ne le met pas,
il faut bien quand même qu'elle ne soit pas morale, vous voyez, qu'elle ne soit pas super moi, qui dit tu dois pas. Il faut quand même qu'il puisse expérimenter ça. Or, aujourd'hui, tout va contre ça. Hein? Tout va contre ça. Alors, cette hybridation, effectivement, pose un problème. L'autre exemple que j'ai pensé, c'est il vient de sortir, déjà commercialisé maintenant, un algorithme capable, bon, on dit un algorithme, bon, c'est une série d'algorithmes qui est capable de lire des milliers de pages, non? Ça s'utilise dans les labos scientifiques en général. Hein. J'imagine que les juristes vont l'utiliser bientôt parce que, comme ils ne lisaient pas, au moins que ce soit l'algorithme qui lit. Et donc, c'est bon, la machine lit, non? Lit. La machine lit. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'il faudra voir qu'est-ce que c'est lire, n'est-ce pas? Bon. La machine, en principe, lit des milliers de pages et est capable de rendre une synthèse d'une page, de 2 pages, ça rien, non, ça dépend, hein, parce que vous demandez aussi, vous demandez la synthèse de combien de pages, et qui vous dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, le problème, c'est que lire, jusqu'à aujourd'hui, lire, ça voulait dire une expérience physique, corporelle, avec un effort, dans lequel il y a des associations qui se déclenchent dans tous les sens. Moi, en neurophysiologie, pour un autre bouquin de logique mathématique, il y a longtemps, on avait travaillé, on avait vu comment il pensait un chercheur scientifique. On avait choisi un chercheur scientifique pour essayer de voir. Et c'était très drôle parce que les segments de la pensée, les différents moments de la pensée, étaient absolument pas linéaires, par exemple, non? C'est-à-dire que tout à coup, il y avait le problème. Il commençait à lire. À un moment donné, éclater des couleurs ou des souvenirs. À un autre moment, les mecs, ils arrivaient à la conclusion, ils revenaient à essayer de justifier, vous comprenez? C'est-à-dire que la pensée et la lecture, la compréhension, est cette sorte de feu d'artifice tous azimuts dans lesquels la singularité du mec qui est en train d'étudier et de lire rentre en ligne de compte pour qu'il émerge une résultante qui est la lecture. Alors, vous comprenez que quand la machine lit, entre guillemets, des milliers de pages, hein, avec une programmation universelle, donc hors champ, hors situation, hors expérience du lecteur, lit d'une façon qui donc est hors champ universel pour nous tous. Et après, il vous fait une synthèse. Eh bien, une fois encore, là, il y a une colonisation par ignorance des choses que je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'être prix Nobel de neurophysiologie pour savoir que les phénomènes complexes de la lecture n'ont rien à voir avec une information sur quels sont les éléments récurrents plus importants de ces 1000 pages que je viens de scanner. Parce qu'il faut dire, scanner, c'est pas lire, pour le dire clairement. Ouais. Alors, tu vois, c'est-à-dire que le problème, c'est pas d'être... Parce que peut-être il y a des situations dans lesquelles un juriste doit être informé sur 3000 pages, et dans les 3000 pages, il doit chercher un truc. Est-ce qu'il y a ce truc-là ou pas? Eh bien, cette machine-là, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien parce que les mecs, ce qu'ils cherchent, mais parce que par exemple, les gens ne sont pas tous encore tout à fait bêtes, vous voyez. Les mecs, par exemple, ils peuvent dire, je cherche ça, non? Il y a 10 000 pages. Quand ils trouvent ça, alors il dit, ah bon, je vais aller à la page dans laquelle il y a ça, vous comprenez? Donc, il ne faut pas caricaturer, vous comprenez? Il peut avoir une utilisation intelligente de la machine. Le problème, c'est que pour qu'il y ait cette utilisation intelligente, il faut qu'il y ait hybridation. Donc, que les mecs, les juristes, ou la personne qui est en train de vouloir être informée, soient conscients, tout à fait conscients, qu'ils puissent expérimenter la différence qui existe entre ce qui va relire grâce aux indications de la machine et les indications de la machine. Bon, rien ne va dans ce sens-là. Et je vous assure que les modifications basées sur les neurosciences dans l'éducation nationale vont toutes dans le sens d'ignorer cette singularité.
n'est-ce pas? Par exemple, quand un môme, plutôt que d'apprendre à faire une racine carrée, appuie sur un bouton, ben, il suffit de l'imagerie médicale aujourd'hui existante pour voir qu'est-ce qui se passe quand un môme apprend à faire une racine carrée. Comment l'architecture du cerveau se complexifie, se développe. Vous savez, tout le monde peut voir ça. C'est-à-dire, si les mômes appuient un bouton, il y a le résultat de la racine carrée, ben, effectivement, cette complexification de l'architecture ne se fait pas. L'hypothèse aujourd'hui dominante, c'est ce que j'ai vous disais tout à l'heure, est de dire, voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde où maintenant, cette simplification du cerveau, comme Jean-Michel l'appelle l'homme simplifié, n'est-ce pas? Jean-Michel Besnier, je veux dire. Et ils disent, ben, c'est comme ça. Et moi, j'ai dit, non, non, c'est pas comme ça. Il faut quand même une utilisation de la machine dans laquelle, quand même, on ne soit pas dans la conviction de que les corps, c'est ce qui gêne dans le système. Vous voyez? Vous employez le mot colonisation, mais c'est un mot qu'on trouve dans le langage politique et économique. Donc qu'est-ce que vous pensez du lien entre ce monde globalisé dans lequel on est versé, la mondialisation depuis les années 80, et bien sûr aussi la type de démocratie dans laquelle on vit? Est-ce que ça, est-ce que de toute façon, que c'est pas en lien vraiment direct, et que sans modifier l'un, on ne pourra pas modifier l'autre? Parce que le mot colonisation, avant, ça voulait dire être colonisé politiquement ou économiquement. Bah, je pense que le monde de la macroéconomie et du néolibéralisme est un monde non pas hybridé, mais colonisé par des modèles hors sol, effectivement. On voit bien comment il y a une dépolitisation de la vie sociale, hein, parce que le monde de la technique est un monde où ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas un monde du sens. La technique, elle a opéré ces passages, pas la technique, le monde où la technique existe a opéré ces passages, qui fait que la technique n'est plus un moyen pour quelque chose. La technique devient une finalité per se, hein, en soi, est une finalité en soi. C'est-à-dire que la technique appelle à une modification, un dépassement d'elle-même, n'est-ce pas, à de nouvelles innovations, mais par les besoins internes de la technique, vous comprenez? C'est-à-dire que la technique devient sa propre finalité. Et le vivant et les humains passent à être des segments de cette technique, en oubliant l'idée de, vous savez, c'est psyché contre techné, hein, c'est-à-dire en oubliant que les vivants se passent dans un monde de sens. Alors, dans le monde de la technique, il n'y a pas de sens. Il y a ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Dans le monde du néolibéralisme, petit à petit, on va vers là. Vous voyez? Et entre droite, gauche, extrême gauche, la question c'est qui fonctionne mieux par rapport à un programme unique. Vous voyez? Il y a un programme macroéconomique unique, et la question c'est qui le fait bien ou pas. Et c'est un tout petit peu le piège dans lequel tombent beaucoup de gens, qui est le piège que maintenant Lula il vient d'être victime de ça, hein, qui est le piège de juger, non pas des projets politiques, vous voyez, avec du sens, mais de juger la probité, hein, d'un homme, une femme politique. Alors la question c'est, il est corrompu ou il n'est pas corrompu? Alors, qui sont corrompus, bah, ça me semble quand même évident, hein, c'est-à-dire, moi, je connais personne, disons qu'on peut arriver à être conseiller municipal ou député, et rester encore en dehors de la chose. Mais si vraiment on est dans la chose, la corruption me semble inévitable, n'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, ce qu'on appelle corruption, c'est aussi les résidus un peu obscurs du potelage, vous voyez, du don et contre-don, des circulations d'influence, n'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, pourquoi tout à coup aujourd'hui, les élections se jouent par rapport à il est corrompu, il n'est pas corrompu? Eh bien, parce que justement, c'est cette perte d'essence, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'essence. Il y a le job à faire, n'est-ce pas? Le job à faire qui est déterminé par la macroéconomie, par les machines qui décident, n'est-ce pas? Et les hommes et les femmes politiques, ils se présentent comme les meilleurs serviteurs de la machine. Vous voyez? Moi, je peux servir mieux que l'autre la machine. Vous
Vous voyez. Moi, vous imaginez Hollande qui dit je suis normal. Vous savez, la norme d'un point de vue anthropologique, c'est défini par la invisibilité. Vous voyez, c'est-à-dire, et normal, c'est lui qui est invisible. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour ça que, voilà, dans un monde de blancs, les noirs ne sont pas normaux parce que, voilà, les femmes sont moins normales que les hommes. C'est pour ça que, vous voyez, je ne sais pas, vous comprenez la question de l'invisibilité. C'est-à-dire, personne dirait, tiens, les maires de Rome étaient hétérosexuels. Vous voyez. En revanche, tout le monde a dit qu'à Paris, il y a eu un maire homosexuel. Vous voyez. Pourquoi? Parce que la norme ne se voit pas. Par exemple, on dit, ah, en Argentine, il y a une présidente femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal d'être femme. En tant qu'être homme hétérosexuel, c'est normal. C'est la non-visibilité. Alors, quand Hollande dit ça, il essaye de faire ce que Macron va faire plus tard, vous voyez, de dire, je n'existe pas. Je n'existe pas. Votez pour moi parce que je vous promets que je ne vais presque pas exister et je vais faire les jobs. Et il arrive l'autre qui alors vraiment n'existe pas. Et il dit, mais non, moi j'existe vraiment pas du tout, alors là, et je vais faire les jobs. Et on dit, effectivement, on met un morveux inexistant qui vient de nulle part, peut-être il sera encore mieux, il va exister un peu moins. Alors moi je pense qu'effectivement, il y a un devenir technicien de la politique qui est marqué par ces trucs-là qu'on s'avale tout cru, hein, c'est-à-dire, en Argentine, je déplore par exemple comment tous mes amis de la gauche passent leur temps à essayer de dire, comme on a dit que Christine Kirchner était corrompue, certainement. Et alors maintenant on dit Macri il est corrompu. Mais vous comprenez, Macri, il est en train de venir en arrière avec les jugements, les procès aux militaires, les tortionnaires, tout ça. Macri, il a cassé les retraites, il y a des milliers, des centaines de milliers de vieux qui n'ont plus pour bouffer. Macri est en train de réprimer dans le sang les Indiens Mapuche dans la Patagonie. Macri. Et le seul problème, c'est si Macri il est corrompu ou pas. Vous comprenez? C'est là la dépolitisation. C'est-à-dire, il y a un job, et le problème, c'est si la personne qui le fait n'existe pas trop, parce que s'il existe, il risque de prendre trop de place par rapport au job, et s'il n'est pas corrompu. Oui, merci beaucoup, parce que Günther. j'ai lu tes livres, je n'ai pas encore lu le dernier, et tu es un peu un lanceur d'alerte anthropologique. Un lanceur d'alerte. Deux questions. Est-ce que c'est vrai que le virus, on ne peut même pas faire un virus, on peut manipuler l'ADN, mais on ne peut pas, on sait exactement ce qu'il y a dans le virus, on sait exactement, mais on ne peut pas le... Ça c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire penser sans émotion? C'est-à-dire, si les émotions sont simulées, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le jour où un robot a peur de mourir et tombe amoureux, vous êtes un frère. Mais aujourd'hui, et ce qui est terrible, c'est que ce qui est dit Winnicott, c'est le faux self qui se répand, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent justement, qui gèrent leurs sentiments. J'ai vu récemment dans le métro, investissez dans votre capital séduction, c'est-à-dire si soi-même on devient une machine, à ce moment-là, effectivement, et c'est Lacan qui a dit la phrase, il dit, bien sûr, un homme peut devenir un robot, mais un robot ne peut jamais devenir un homme. Oui, ça c'est sûr. Ça me paraît tellement évident, c'est-à-dire que calculer, et le logos justement, ça a quatre sens, c'est la parole, c'est le recueillement, mais c'est pas la logique. Oui. Là, une dernière chose, c'est très drôle, il y avait un film sur les mathématiques, il y avait un jeune qui était tout à fait dit l'intelligence artificielle, et en sortant, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'un auditeur un jour va écrire un Hamlet ou un Faust de Goethe? Il dit, mais bien sûr, sur des milliards de copies, il va l'écrire. Il dit, mais qui va ensuite savoir si c'est... Et là, il m'a regardé, tout de suite. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, ça tient, si tu veux, à tous les programmes aujourd'hui des créations artistiques par algorithme, hein, des tableaux faits par des algorithmes, des romans écrits par des algorithmes. Par rapport à ce que tu dis, c'est une question très sérieuse, la question de... pas des virus peut-être, mais de la bactérie, disons plutôt, non, qui est déjà du côté du vivant. Le virus, on ne peut même pas le virus, je crois. Non. On peut modifier l'ADN. Si, on peut... Non, mais ce que je veux dire, c'est la question, c'est... Parce que tous les 6 mois, si tu veux, il y a un Américain en général qui a créé une bactérie.
Tu vois, c'est-à-dire, alors il est créé, t'imagines, il crée la vie, alors le mec, il se prend pas pour n'importe qui, tu vois, il a créé la vie. Alors, au fait, moi, j'ai travaillé là-dessus, hein, c'est-à-dire, parce qu'il ne s'agit pas de dire d'emblée, tu ne pourras pas produire une bactérie vivante. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je dirais ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a dit, je ne peux pas dire. En revanche, moi j'ai travaillé là-dessus en essayant de comprendre ce que j'explique dans les bouquins, ce qu'on appelle les champs biologiques, n'est-ce pas? Que les vivants est compréhensible dans l'idée de champ, comme un champ de force, n'est-ce pas? Les vivants, ce n'est pas chaque vivant. Les vivants, c'est un champ. Je pense les vivants comme un champ. Alors, ce que moi j'ai compris en travaillant sur les bactéries artificielles, etc., c'est qu'effectivement, ce qui est toujours possible, c'est que des produits plus ou moins biologiques, non, soient capturés par les champs biologiques, tu vois. C'est-à-dire que ce qui est possible, c'est que quelqu'un, en travaillant sur de macromolécules, arrive à incorporer au champ biologique un mode de fonctionnement identifiable comme une bactérie. Tu comprends? Mais pourquoi? Parce que ces produits, plus ou moins agencés, plus ou moins produits artificiellement, tout à coup, bon, est incorporé. Comme ce que tu disais par rapport à la canne de l'aveugle, qui est incorporée au schéma corporel, et effectivement, l'aveugle a une sensibilité du bout de la canne, n'est-ce pas? Donc, il est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire non en principe. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai dit jusqu'ici, uniquement. Si. Jusqu'ici. Non, mais je pense que justement, si eux, ceux qui travaillent là-dedans, ils travaillaient un peu dans l'idée de champ biologique plutôt que dans l'idée de la création d'une bactérie isolée d'un milieu, et ils iraient beaucoup plus loin. Tu vois? Le problème, c'est que dans leur vanité toute humaine et peu scientifique, ce qu'ils veulent, c'est être sûr, au contraire, que la bactérie qu'ils ont produite est vivante de façon isolée. Or, si la bactérie qui produit se met à vivre, je dis oui, ça c'est possible, mais c'est parce que ce que vous avez agencé a pu s'incorporer au champ biologique, tu vois. Alors, les champs biologiques est en train de changer, c'est irréversible, les champs biologiques est en train de changer, les modes de vie sont en train de changer. Vous savez, là maintenant, les nouveaux outils du génie génétique avec cette invention de CRISPR-9, par exemple, permet de faire du génie génétique, donc de couper de l'ADN et de réagencer l'ADN à portée de toutes les bourses, comme on dit. Ça va donner des trucs tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus aucun contrôle sur ce qu'on va faire, hein, et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que la définition de toutes les molécules, molécule par molécule, qui constituent une bactérie ou un virus, si tu veux, la description et l'agencement de tout ça reste toujours comme ce que Marie Shelley avait écrit, hein, c'est-à-dire c'est les monstres, qu'il faut bien qu'il arrive quelque chose d'autre. Vous vous rappelez, c'est l'éclair qui arrive et les monstres se mettent à vivre. Hein. D'ailleurs, c'est très drôle parce que cette année, c'est le 200 centenaire de la mort de Marie Shelley, non? C'est qui a écrit à 17 ans Les monstres Frankenstein. Non? Alors, et 200 ans plus tard, ils nous disent mais nous, on va les faire pour de bon. Alors, la question, c'est que ces hybridations, vraiment ces hybridations qui vont déterminer des modes de vie différents, seront vraiment des hybridations qu'il va falloir penser. Pourquoi? Parce que ce que je viens de dire, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis par rapport à la bactérie, mais ce que je dis par rapport à la bactérie, si nous comprenons par rapport, non pas à des bactéries, mais par rapport à des trucs plus importants qu'une bactérie, c'est sûr qu'il y a des segments artificiels qui peuvent être incorporés au vivant. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. L'hybridation veut dire que c'est évident que la frontière machine-vivant n'est pas étanche du tout. Donc, moi, ce que je travaille, c'est quelles sont les invariantes du vivant. Mais ceci ne veut pas dire que, dans tous les cas, pour moi, parmi les invariantes du vivant, il n'y a pas une frontière étanche qui empêche une vraie hybridation. Au contraire,
Au contraire. Il y a un seuil quand même. Hein? Il y a un seuil. Alors, les seuils de l'hybridation, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Si tu veux. Moi, je pense que le seuil de l'hybridation doit être plutôt pensé comme ça, intuitivement, porcentuellement. Tu vois, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a trop peu de vivants. Tu vois, peut-être un truc un peu, je te dis, un peu une réponse un peu brute, tu vois. Mais ce qui me semble le plus important, c'est de comprendre que, effectivement, parmi les mutations qu'il y aura des mutations dans lesquelles ça ne sera plus j'ai mon implant cochléaire qui est la machine et j'ai mon cerveau. Il y aura effectivement l'incorporation au champ biologique, donc l'incorporation au champ du vivant, des segments produits qui vont modifier les vivants. Alors, c'est pour ça, c'est comme je ne pense pas qu'il y ait une frontière étanche possible d'établir, c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'aujourd'hui connaître les invariants du vivant pour que dans cette hybridation inévitable et déjà là, nous on puisse dire ça, il faut pouvoir les respecter parce que sinon quoi, Dieu te va punir, non, sinon tu rentres dans des processus délétères, vous comprenez? Sinon on rentre dans des processus délétères. Aujourd'hui en Argentine, au Brésil, des milliers et des milliers, des millions d'hectares cultivés par des OGM et l'écosystème traité aussi comme c'était artificiel. Vous savez, on a la terre que mes compatriotes indiens appellent la Pachamama, la mère terre. Bah, ils ont raison, c'est-à-dire la mère terre est une mère, et elle est vivante, la terre elle est vivante, il y a des milliers de micro-organismes dans un petit bout de terre comme ça, n'est-ce pas? Bon, cette terre-là elle est morte. La terre des OGM est une terre morte, parce que les pesticides effectivement éliminent tout mode de vie. Alors cette terre qui est morte est une terre dans laquelle on dit mais après tout, quand elle était vivante, ils disent pas ça, non, elle n'est pas vivante, après tout, quand elle était vivante, qu'est-ce qu'elle avait d'autres molécules qu'il n'y a pas? Et alors, ils te foutent les molécules dedans. Bon, là, par exemple, c'est un processus de colonisation. Pourquoi colonisation et non pas hybridation? Parce que ce qui déclenche sont des processus délétères qui font qu'à 10-15 ans, ces terres, et c'est une catastrophe, vont devenir absolument stériles. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une frontière, comme puisse dire. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, je ne dirais jamais il ne faut pas faire des OGM. Non, moi je pense qu'il faut faire de la recherche OGM. Simplement, si la recherche OGM part de la base, que je disais tout à l'heure, que la différence entre les vivants et la machine, et l'artificiel, l'artefact, pour dire comme ça, est quantitative. Donc, moi j'arrive dans toute la pampa et j'ai une vision modulaire. Bon, ça c'est, non pas aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans. Vous voyez, j'ai une vision modulaire. J'ai dit, ok, c'est quoi la pampa? Ben, la pampa, c'est toutes ces macromolécules, toutes ces molécules. Et alors maintenant, je te mets des plantes génétiquement modifiées. Et comme la terre meurt, donc je mets, vous comprenez? Bon, alors, la colonisation est une tendance. Ce n'est pas quelque chose qui viole un interdit sacré. Voyez? La colonisation est une tendance dans laquelle je ne tiens pas compte des invariantes du vivant. Et je pense vraiment que tout est modulaire. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup plus critiques par rapport à la technique, hein, sans être des heideggeriens purs, mais sont beaucoup plus critiques. Moi, je ne suis pas critique par rapport à la technique, moi, je suis critique par rapport à nous, les humains. Je dis qu'on est en train de devenir très cons, parce que dans ce désir profond de dépasser notre organicité, notre lourdeur, notre fragilité. Dans ce désir obscur de dépasser la fragilité, on est en train de faire des sacrées conneries avec la technique. Mais la fragilité est la condition de la joie et de la vie. La fragilité est la condition de la joie et de la vie. C'est-à-dire, les désirs de devenir machine, l'esthétique robotique qu'il y a aujourd'hui, il suffit de voir la mode, c'est intéressant de voir dans la mode, dans les danses, dans la musique, comment il y a un désir de devenir machine, n'est-ce pas, de devenir efficace. Alors voilà les problèmes. Pour moi, je respecte les positions de mes amis un peu technophobes, hein, c'est-à-dire je les comprends, mais pour moi le problème c'est pas la technique.
Hein. Pour moi, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est en train d'ignorer qui nous sommes, vous comprenez? On est en train d'ignorer qui nous sommes. Alors, quand on dit ça, il faut savoir, effectivement, on est taxé des vitalistes, chose que, quand on est chercheur, c'est très mauvais. C'est-à-dire que vous êtes à 2 doigts de la porte, hein, si vous êtes vitaliste. Et il ne s'agit pas d'être vitaliste dans le sens de... Il ne s'agit pas de trouver que la vie obéit à des trucs métaphysiques, etc. Il s'agit de comprendre, effectivement, la complexité de la vie dans ce qu'il y a de justement non modélisable. Et il n'y a aucune raison pour dire que tout doit être modélisable, vous comprenez? Parce que l'axiome qu'aujourd'hui existe et que tous acceptent sans discussion, c'est ce qui n'est pas modélisable n'existe pas. Ou c'est pas encore modélisable, vous comprenez? Et non, d'un point de vue scientifique, c'est pas vrai. Oui, petite remarque, si j'ai bien compris, l'hybridation serait plus dangereuse que la colonisation. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Non, l'hybridation est une réalité. La hybridation est une réalité. Par exemple, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec l'argent, parce que c'est Marx qui explique comment l'argent, qui était un moyen, devient une finalité en soi. Non? Et c'est ce que j'ai fait le parallèle avec la technique, de dire que la technique n'est plus un moyen, est devenue une fin en soi. Bon, avec l'argent, on peut dire, le problème, ce n'est pas l'hybridation, ce n'est pas que dans le monde, il y ait circulation monétaire. Ce n'est pas ça le problème. Disons que l'utilisation de l'argent, on peut être considéré comme une hybridation culturelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le problème, c'est quand l'argent colonise les vivants. N'est-ce pas? Alors, l'hybridation, c'est dans aucun cas un problème en soi. Si on n'est pas technophobe, non? L'hybridation, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'hybridation, qu'il y a colonisation en ignorance des singularités de ce qu'on colonise. Non? Excuse-moi, est-ce que le titre du livre n'explique pas ce que tu dis, c'est-à-dire la singularité est incompatible avec la modélisation? Si, mais moi je ne voulais pas faire qu'une couverture, alors j'ai mis un livre derrière. C'est pour ça que la modélisation est incompatible avec absolument. La singularité. Mais aussi, si tu veux, les C'est ça l'invariant. Oui, absolument. Mais les transhumanistes utilisent le mot singularité que pour moi, en tant qu'amoureux de Spinoza, et spinoziste, etc., vous savez, il y a une surdétermination, c'est-à-dire que moi je suis juif séfarade, non? Il y a 2 juifs séfarades qui savent lire et écrire, Spinoza et moi. Bon. Et les autres, c'est les Ashkénazes qui sont tous docteurs, je vais voir, oui. Alors donc je suis spinoziste par fidélité. Je dis, bon voilà, en tant que séfarade, c'est possible d'apprendre à lire et écrire aussi. Et alors donc... Et donc, voilà, c'est tout. La singularité pour Spinoza, c'est quelque chose de très important. La singularité, c'est, si tu veux, l'unité. Voilà, pour Spinoza, c'est très, très important. Et alors, les transhumanistes, ils parlent de l'arrivée d'une nouvelle singularité. Ils nous ont piqué les mots. Et alors, la nouvelle singularité, ça veut dire que d'ici à 10 ans, 20 ans, je ne sais pas quoi, il y aura un changement total et radical du mode d'existence sur la Terre. On va vivre de moins en moins avec nos corps et d'une autre façon. Hein. L'univers est fait d'algorithmes, dit Laurent Alexandre, et donc on va vivre des algorithmes, n'est-ce pas? Et alors donc moi j'ai voulu aussi récupérer pour nous les mots singularité et dire non, la singularité du vivant et non pas la singularité des autres barjots. En tout respect, des chers collègues. Vous connaissez peut-être le linguiste et psychanalyste Jean-Claude Milner. Il dit que autrefois c'était la cybernétique. Il y a toujours une science qui est dominante un peu à une époque, c'était la cybernétique, c'était aujourd'hui c'est cette science-là. Il dit toute science comme ça qui est dans l'enfance, il ne faut pas s'étonner de tout ça parce qu'elle est forcément comme l'enfant dans le désir de toute puissance, etc. Donc en fait, on vit une période où cette nouvelle science ou cette nouvelle technique arrive avec exactement les précédentes, où on croyait qu'avant, les sciences précédentes avaient tout expliqué. On croyait que la physique avait tout expliqué, etc. Et on
on arrive à la même chose aujourd'hui. Absolument, et à l'époque de Descartes, on croyait que, comme il y avait les montres, on pensait que les corps se bougeaient comme une montre. Absolument. Le problème, c'est que Milner ne tient pas compte, c'est une petite variable, c'est la rapidité de destruction du monde de ces nouvelles techniques. Non, c'est-à-dire que quand on fait l'hypothèse de que le corps fonctionne comme une montre, les automates, l'époque des automates, tout ça, c'est bien mignon, mais bon, le monde continue à fonctionner comme il veut, n'est-ce pas? Quand Lysenko fait l'hypothèse que le communisme va changer génétiquement l'homme, bon, c'est bien mignon, il y a eu quelques millions de morts quand même, mais bon. En tant que, là maintenant, c'est d'une rapidité absolue, tout le monde est d'accord, mais tout le monde est d'accord, on trouve ça très ludique, très jouissif, etc. Donc, là, le problème, c'est que la jeunesse de cette science risque de nous laisser tous. Et en même temps, il y a une dissymétrie de l'information parce qu'on ne parle jamais des milliards qui sont investis par Google et toutes ces sociétés dans ces nouvelles technologies. C'est bizarre, dans le public, on ne le sait pas. Enfin, ceux qui s'y intéressent. Non, mais quand ils le savent, mais je pense que c'est pire parce que quand le public sait qu'il y a des milliards de dollars investis là-dessus, comme l'innovation technologique a pris un peu la hiérarchie, un peu du progrès, les gens ils disent c'est très bien. Il y a des milliards de dollars investis pour les progrès. Alors, les progrès étaient une idée un peu bancale, un peu bizarre, mais qui était l'idée qui a fondé l'Occident, de que l'histoire a un sens, n'est-ce pas? De qu'on progresse, on va vers un avenir. Il y a un sens. L'innovation technologique n'est pas un progrès. L'innovation technologique, c'est tous azimuts. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vouloir séparer de la prestance du progrès, n'est-ce pas? L'innovation, c'est des innovations tous azimuts. Mais dans la tête du grand public et dans la tête des décideurs, c'est-à-dire c'est pas pour rien qu'on demande à des neuroscientistes de s'occuper de l'éducation nationale dorénavant, de modéliser la macroéconomie, c'est-à-dire que tout le monde croit ça. Dans la tête de presque tout le monde, l'innovation technologique est un nouveau sens de l'histoire qu'il faut suivre. Et là aussi encore, c'est un problème de notre part. C'est un problème de notre part, c'est un manque à penser, c'est un manque à questionner, c'est un manque à critiquer, parce qu'on s'avale toute l'innovation et on se rend compte qu'on ne s'avale pas l'innovation. L'innovation nous avale. C'est-à-dire, toutes ces innovations-là nous avalent petit à petit et nous, on se met à fonctionner. Avec Angélique Delray, on avait écrit il y a quelque temps un premier bouquin de cette série-là qui était sur les portables. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les portables, par exemple? Les portables, effectivement, tout le monde trouve très intéressant de pouvoir, si on est par exemple au supermarché, on ne se rappelle pas si on nous avait demandé d'acheter des poireaux ou pas. Vous voyez? On dit, tu m'avais demandé des poireaux ou pas? Non? Et alors donc, vous imaginez, vous êtes grosso modo à 300 mètres de chez vous, il va jusqu'à un satellite, il demande au satellite pour les poireaux. Les satellites demandent à Angélique si est-ce que je devais acheter des poireaux, et bon, il m'a dit, achète des poireaux, tu oublies toujours les poireaux. Bon, d'accord. Et sinon, par exemple, effectivement, c'est quand même très bien parce que vous pouvez mettre des applications pour regarder des films pornographiques. Alors donc, vous pouvez vous lobotomiser tranquillement en regardant en permanence des films pornographiques. Bon, voilà. Alors, avec Angélique, on avait travaillé sur les portables avant qu'on puisse faire toutes ces choses-là. Juste, on pouvait garantir la question de ne pas oublier les poireaux. Non? Et les téléphones portables, si vous les voyez d'un point de vue anthropologique, il s'avère qu'il y a un petit détail, un tout petit détail, parce que c'est vrai, psychologiquement, c'est un objet transitionnel, dans une humanité absolument stupide, de plus en plus stupide, donner à une humanité stupide, excusez-moi, c'est un point de vue un peu nihiliste peut-être, mais bon, donner des objets transitionnels à des humains, c'est une très mauvaise chose. C'est très mauvaise chose, parce que déjà, ils avaient du mal à être responsables de ce qu'ils faisaient. Si en plus, ils se baladent avec un objet transitionnel qui les garantit qu'ils sont responsables de rien, n'est-ce pas? Et qu'en plus, ils les promet des dons d'ubiquité, hein? Bon, voilà. Bon, c'est très mauvais. Laissons de côté ces côtés détails psychologiques. D'un point de vue anthropologique et de la biologie de l'évolution, les portables opèrent une mutation, ce qu'il faut comprendre comme une mutation majeure, parce que l'espèce humaine, qui était une espèce
qui n'était pas en communication directe et univoque entre tous les membres de l'espèce, devient une espèce en communication permanente. Vous comprenez? Alors, la mutation n'a pas besoin d'être une mutation biologique. Vous comprenez? La mutation est une mutation par acquisition aussi d'une technique. Mais dans tous les cas, opère une vraie mutation parce que l'espèce humaine, ne serait-ce que par les portables des bases, vous voyez, fait qu'une espèce pour laquelle la communication était différée et ambiguë devient immédiate et univoque. Bon, c'est ce type de manque, vous voyez, à penser qu'il y a. Pourquoi? Parce que comme tout le monde est content de pouvoir ne pas oublier les poireaux, il dit, mais de quoi il me parle? De quoi il me parle? Pourquoi est-ce qu'il critique les portables? Vous voyez? Il s'agit au pareil quand on dit la géolocalisation. Il ne manque jamais quelqu'un qui dit, si on n'a rien à se critiquer, quel est le problème qu'on sache où on est? Vous voyez, c'est-à-dire, c'est quand même un peu compliqué. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Ou par exemple, quand on dit, je peux avoir un robot qui me fait sentir et éprouver ce que je sens quand je suis amoureux. Vous voyez? Ou Laurent Alexandre qui est pour les machines à sexe. Non? C'est-à-dire que... Alors effectivement, je l'ai vu, comme tout le monde peut le voir, les circuits qui se déclenchent, qui provoquent la jouissance, qui provoquent l'amour, qui provoquent la tristesse, vous voyez? Même, il y a une cartographie très serrée, vous savez, Alain Damasio, non, l'italo-américain. Il y a un bouquin, dans ce bouquin, il raconte à un moment donné une bonne femme qui est en train de faire une opération de neurochirurgie éveillée, comme on le fait dans certains cas, et on active, pour un TOC, elle faisait la neurochirurgie pour éliminer un TOC. Et on active un noyau juste à côté du noyau qui voulait activer le neurochirurgien. Et la bonne femme se met à pleurer, elle dit que finalement elle veut mourir, que la vie n'a pas de sens. Les mecs arrêtent d'activer ces noyaux-là. Et la bonne femme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, la tristesse et la dépression ont une base matérielle concrète. Alors donc, je cartographie là. Mais vous comprenez quel est le problème culturel de ne pas pouvoir faire la différence entre les circuits physiologiques qui se mettent en branle quand je suis amoureux, ou quand je suis triste, ou quand je suis content, et l'amitié, l'amour, la tristesse. Vous comprenez? C'est ça le réductionnisme actuel. On ne peut plus faire la différence entre la chose qui se met à fonctionner et ce qui signifie la chose. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux, vous comprenez? Je peux effectivement induire toutes les sensations physiques, chimiques, toutes les sensations corporelles de l'amour. Je peux provoquer exactement ça. Mais le problème c'est, est-ce que nous appelons amour seulement à ça? Jean Petitot dirait oui. Il dirait voilà, on réduit les concepts aux algorithmes. Bon, mais c'est une sacrée crise des civilisations. Si nous ne pouvons pas faire la différence entre ces niveaux de signification dans lesquels on appelle amour, n'est-ce pas, on appelle amitié, on appelle dépression, vous voyez, et les mécanismes absolument existants, matériels, qui accompagnent ces sentiments-là. Eh bien, ça c'est le réductionnisme actuel. Est-ce que ça ne rappelle pas la toxicomanie? Il y a d'autres questions, excuse-moi. Justement, je voulais vous demander ça, donc je vais lire votre livre, mais je voulais justement que vous développiez un peu plus. Moi, je sens comme vous, je pense qu'il y a la singularité du vivant, mais je l'intuite, je ne suis pas philosophe, je ne sais pas expliquer pourquoi, je les sens. Comment vous l'expliquez justement, la différence entre l'amour, l'amitié, etc. et les sensations que ça provoque? Moi, je sais que c'est différent, mais je ne vais pas l'expliquer. Si vous êtes en France, vous devez faire une dissertation, vous direz pourquoi. C'est pareil. Alors déjà, je vous invite... Je les sens. Alors, bon, déjà, je vous invite à mon séminaire parce que ce sont des sujets qu'on aborde au séminaire. Ce n'est pas pour m'échapper, c'est parce que je peux donner une synthèse, quoi. C'est-à-dire, mais ce sont des sujets compliqués. Bon, au fait... en réalité, dans le réductionnisme,
le mécanisme réductionniste consiste toujours à dire tout ce qui existe de façon bottom-up, c'est-à-dire d'en bas vers le haut, non, c'est-à-dire vers les macromolécules ou les neurones qui se mettent en circuit, les circuits neuronaux, qui fonctionnent. Et à ça, on appelle l'amour, à ça, on appelle l'amitié, à ça, on appelle la dépression. Mais le réductionnisme va dire ce qu'on appelle dépression, à vrai dire, est l'émergence d'un comportement, d'une fonction, etc., mais qui correspond à des mécanismes modulaires à la base, des mécanismes physiques, physico-chimiques à la base. Bon. Alors, dans les modèles organiques que moi je propose, pour comprendre la différence, effectivement, je me base, mais c'est une hypothèse que je dis comme ça, après pour expliquer il faudra un peu plus de temps, c'est pour ça que je vous dis pour venir au séminaire. Et effectivement, je me base sur une expérience de base, historique, n'est-ce pas, qui est quand Turing fait la fameuse test de Turing, la fameuse expérience de Turing, dans laquelle Turing il essaye de montrer qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir si on est en train de dialoguer avec un homme, une femme, avec une machine ou un humain. Hein? C'est-à-dire que Turing, déjà, il pose la question, mais est-ce que ma machine, qui était quand même l'arrière-grand-père de la machine actuelle, est-ce que ma machine, qui est capable de raisonner, donc, en dialogue avec un humain, pourrait tromper l'humain, n'est-ce pas? Alors, ma recherche m'a conduit à une position tout à fait différente. La question qui pose Turing et la question qui oriente un tout petit peu l'intelligence artificielle aujourd'hui se base, de mon point de vue, d'une erreur épistémologique, donc une erreur de comment on pose la question pour faire la recherche. Cette erreur-là part de la base de croire que, de poser la question, est-ce que la machine peut penser ou pas? Ou est-ce qu'elle... Bon. Et moi, je pose la question autrement. Moi, je dis, le cerveau ne peut pas penser. Vous comprenez? Moi, par la neurophysiologie, j'arrive à la conclusion de qu'à vrai dire, ça serait très étonnant qu'une machine pense, puisqu'un cerveau ne pense pas. Pourquoi? Eh bien, parce que le cerveau, quand on étudie d'un point de vue neurophysiologique le fonctionnement du cerveau, à vrai dire, on se rend compte que le cerveau est une machine qui participe comme une chaîne de montage, n'est-ce pas, comme Charlie Chaplin dans la chaîne de montage, participe à un travail collectif, pour dire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la pensée est quelque chose qui ne peut pas être comprise comme quelque chose que le cerveau sécrète, comme la vésicule biliaire sécrète la bile. Voyez, la pensée relève d'une structure qui est au-delà des cerveaux, qui capture les cerveaux, vous comprenez, capture les cerveaux comme élément pour penser. Mais ce qu'on appelle penser, donc cette combinatoire autonome, pour dire comme ça, ou semi-autonome, parce qu'elle dépend des cerveaux, pour que la pensée pense, non, utilise des cerveaux, mais n'utilise pas que des cerveaux. Et c'est ça aussi la blague. À vrai dire, cette combinatoire autonome, hein, utilise des cerveaux, mais utilise l'écosystème, utilise les animaux, utilise les lieux, utilise l'histoire, vous comprenez? C'est-à-dire que à quoi on appelle penser est un processus qui, pour exister, capture des éléments dont le cerveau des humains est fondamental, hein? Mais il n'y a pas une pensée produite par des cerveaux et donc pas de pensée produite par la machine. C'est pareil par rapport au sentiment, n'est-ce pas? Être amoureux ou avoir une amitié est quelque chose qui plutôt relève de ce que culturellement, historiquement s'appelle amour, s'appelle amitié, n'est-ce pas? Et qui capture des cerveaux et des corps. Vous comprenez ce que je viens d'expliquer là? C'est-à-dire qu'on peut le comprendre très facilement par la langue, n'est-ce pas? C'est-à-dire la langue n'est pas quelque chose que je produis pour parler, n'est-ce pas? Mon cerveau, mon corps, mon larynx, ma bouche parlent, mais la langue est quelque chose qui capture des humains pour être parlé.
C'est compréhensible ça. Non, la langue, ce n'est pas quelque chose que le cerveau ou ma bouche produit. La langue est quelque chose que mon cerveau et ma bouche participent à son existence. Hein? La langue, voilà. Alors, le réductionnisme est cette position dans laquelle on prétend que chacun de nous, en tant qu'être parlant, produit sa langue. Vous voyez? Et ça, d'un point de vue de la langue, c'est une aberration. Et bien, d'un point de vue de la pensée ou des sentiments, est une aberration. Parce que, finalement, si on a... je ne dis pas que vous êtes d'accord ou pas, parce que j'explique d'une façon comme ça, grossière, un travail. Mais dans ce dispositif-là, on considère donc que, pour le dire comme ça, hein, je ne sais pas si ça va être encore plus obscur, mais on peut dire que deux personnes qui sont amoureuses sont deux personnes qui participent ensemble à ce qu'on appelle l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas que il n'y a pas une intersubjectivité. Il y a une participation à quelque chose. Vous comprenez? Par exemple, l'amitié. Vous pouvez être seul au fond d'un cachot et avoir une expérience d'amitié. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'amitié évoque un tas d'éléments, de situations, de circonstances, d'histoires, n'est-ce pas? Que vous pouvez, effectivement, en étant seul, participer du sentiment de ce que les humains appellent et vivent comme amitié. Vous comprenez? Oui, mais un langage, le langage, ça a une grammaire, ça a une phonétique. Il y a des livres pour ça. Il n'y a pas des livres sur l'amour avec... Ah, si, l'amour... C'est pas figé, l'amitié, pareil, c'est pas figé. Ah non, l'amour, l'amour, il existe même... Moi, je me suis permis d'écrire un bouquin sur l'amour, mais il y a un de vos compatriotes, Rougemont, qui a écrit un fantastique bouquin qui s'appelle L'amour dans l'Occident. Au contraire, c'est-à-dire les sentiments amoureux est quelque chose qui change absolument d'une époque à l'autre, qui n'existe pas sous certaines formes, qui n'existe pas dans d'autres sociétés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, effectivement, ce qui existe dans toute société sont les mécanismes de base qui sont intéressés ou qui participent à ces sentiments-là. Mais non, l'amour est quelque chose d'archiculturel. Culturel, non pas dans le sens... Il y a une base biologique quand même. Si, bien sûr qu'il y a une base biologique comme pour tout. Mais ce qu'on appelle... C'est très très intéressant. Moi, j'étais passionné, j'avais écrit tout un travail là-dessus pour comprendre comment ce que nous vivons d'une façon si intense, comme le sentiment amoureux, comme une réalité concrète, n'est-ce pas? Eh bien, est une production sociale qui a beaucoup à faire, comme il le dit Rougemont, hein, à César, ce qui revient à César, je ne fais qu'adhérer à développer son hypothèse, qui a beaucoup à faire avec l'émergence de l'Occident. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le fameux discours d'Abélard et Loïs, hein, c'est-à-dire, ce qu'on appelle l'amour, dans le sens que participer à l'amour est quelque chose, effectivement, qui, pour ainsi dire, existe d'une certaine façon autonome. Mais l'évolution linguistique, elle vient d'une création. On crée. Les langues évoluent. Alors, Tout le monde participe à cette création pour... tout le monde participe, tout le monde participe. C'est pas basé, c'est pas encadré. Non, mais tout le monde participe, c'est pas encadré. Dire que c'est une combinatoire autonome, ça ne veut pas dire que c'est encadré. Tout le monde participe avec son expérience, l'enrichit ou l'appauvrit ou la modifie. Tout le monde participe. Tout le monde participe, absolument. Et même c'est pour ça qu'on dit une langue morte. Une langue morte est une langue qui n'est plus participée, qui n'est capturée, il n'y a plus d'humain pour capturer. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'amour, l'amitié, la langue, la pensée sont des processus complexes qui, pas seulement ils ne sont pas produits par les humains participent de ça, mais ce qui est intéressant, et que Augustin Berg, par exemple, travaille là-dessus, avec son concept d'écoumène, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au fait, dans ces grands combinatoires, il n'y a pas que les humains qui participent, n'est-ce pas? Une société, les pierres, les animaux, l'histoire. Je vous donne un exemple bête. Hein, un exemple bête. Quand vous parlez, l'essence de ce que vous dites, il dépend
des gens qui écoutent, de ce qu'il y a, des murs, de l'histoire. Par exemple, à moi, ça m'est arrivé, on m'a invité souvent à Antol, à Fleury-Mérogis, soit à la Santé, non, parce que qu'est-ce qu'il fait, c'est con en liberté, non, non, il m'a invité parce que des tollards, comme ça, lisaient mes bouquins, il y avait le côté, il lisait peut-être pas d'autres philosophes, mais c'est un philosophe qui était un tol, on va le lire, il y avait un côté comme ça, voilà, des complicités. Bon. Et alors donc, il m'invitait, les tollards, il m'invitait pour parler des bouquins qu'ils avaient lus, etc. Bon. Et alors, à un moment donné, on a lancé une sorte de laboratoire philosophique avec des tollards à la Santé. Alors c'était des tollards aristocrates, c'était des braqueurs, il y avait des gens des gangs de postiches, tout ça, c'était pas, voilà, c'était l'aristocratie, pas les petits dealers. Bon. Et alors donc, à un moment donné, ils me disent, mais quel sujet tu proposerais pour qu'on travaille ici dans un laboratoire de philo à la Santé? Et je dis, bah écoutez, je sais pas. Et je ne sais pas qui a proposé la liberté. Et j'ai dit, ah merde, c'est un bon sujet pour travailler en tôle. Parce qu'effectivement, la liberté, vous ne parlez pas de la liberté pareille à la Sorbonne, ici, ou en tôle. Parce que, par exemple, une hypothèse qu'on a développée avec les tôlards, c'était que la liberté, ce n'était pas une question d'être en tôle ou en dehors. Moi, je pouvais dire ça. Vous imaginez un autre philosophe qui venait de ça, il se faisait bouffer. Mais moi, je disais, écoutez, mes petits, non. En plus, bon, tu vois, je disais, bon, tu as braqué, mais nous, quand même, quand même, vous êtes petits, quand même. Enfin, je jouais un tout petit peu comme ça, le jeu, un peu, de faire les durs, non. Et alors, je disais, écoutez, la liberté, ce n'est pas une question d'être en dehors ou dedans l'atoll. Alors, il y avait la moitié qui disait oui, l'autre moitié qui disait les barjots. Et qui disait non, et l'autre moitié qui disait les barjots. Et alors, on a travaillé là-dessus. Pourquoi on a dit, d'accord, alors on va aller faire une interview, on va faire une interview dehors. Alors, on a interviewé, par exemple, une pauvre petite caissière de Monoprix qui avait 2 enfants. Et alors on a dit, mais écoutez, nous on travaille avec les tollards et ils disent, on est libre, pour être libre il faut être en dehors de la tôle. Alors la première réponse de la caissière c'était qu'elle a rigolé, non? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, elle, caissière de supermarché, avec des enfants, eh ben non, elle ne pensait pas qu'il suffisait d'être en dehors de la tôle pour être libre, n'est-ce pas? Et on interrogeait, bon, on faisait plusieurs entrevues à des gens, entretiens à des gens qui étaient en dehors. Et après, on faisait des entretiens à des gens qui étaient dedans. Et moi, j'expliquais, moi aussi, comment c'était quand j'étais dedans. Et là, on s'est dit, ah merde, mais la liberté, peut-être, c'est pas un état. Et ça ne tient pas au mur. Peut-être quelqu'un qui est en tôle, si il fait certaines choses, il est plus libre que quelqu'un qui est en dehors. Vous voyez? Et moi, c'est ce que j'expliquais de mon expérience des années en tôle. J'expliquais qu'en tôle, les résistants qui ont été en tôle, la vérité, sincèrement, j'ai connu très peu qui n'étaient pas libres. N'est-ce pas? J'ai connu très peu de mes camarades qui n'étaient pas libres. On était en tôle, ils nous torturaient, ils nous tuaient, ils ne se privaient pas, mais sincèrement, j'ai connu très peu qui n'étaient pas libres en tôle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se construisait, on s'est aidé, on se renforçait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait toute une activité d'exploration des possibles énorme. En tant que quelqu'un qui est en dehors et que ses possibles sont limités ou qui n'explore pas pour X raisons ses possibles, ben, il n'est pas libre. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est que là, c'est un exemple de comment la parole, elle est situationnelle. Parce que les mots liberté, dire, faire un séminaire, un laboratoire de philosophie en tôle et parler de liberté, eh bien, les murs font partie de la pensée. Vous comprenez? C'est-à-dire, les murs, les matons, vous voyez, faisaient partie de la pensée. C'est-à-dire que c'était des conditions pour penser. Vous voyez? C'était des exigences pour penser. Vous voyez? C'est-à-dire que les mêmes personnes en dehors, ça m'est arrivé après de les rencontrer en dehors, eh bien, les mêmes personnes en dehors ne pouvaient pas penser les mêmes choses. Parce qu'il n'y avait pas les murs, il n'y avait pas les... Alors, la pensée est toujours quelque chose de situationnel, avec des corps engagés sous des contraintes concrètes. Et c'est pourquoi un cerveau comme cerveau ne pense pas, et la machine, encore moins. La réponse que j'ai donnée aux Chinois, non, c'était tout bêtement,
qu'il y avait une petite erreur de langage. Parce qu'au fait, AlphaGo n'avait pas pu gagner. Parce qu'AlphaGo n'avait jamais joué. Parce que jouer implique le désir de passer ton temps en train de faire une connerie comme jouer au Go, n'est-ce pas? Avoir un truc qui engage ton narcissisme, ton désir, les rapports à l'autre, qui est perdre ou gagner. Et gagner, ça signifie quand même qu'au bout d'une certaine quantité de calculs, tu emportes quelque chose. Et AlphaGo n'avait ni désiré jouer, ni jouer, ni gagner. Voilà. Et pour moi, ma maman et Angélique, j'ai gagné. Mais les autres n'étaient pas tout à fait convaincus. Bon voilà, il est 10h moins 10, on va peut-être terminer avec une dernière petite question. Si, il y en a, oui. Il est 10h moins 2. Alors, ah bon, alors. Court. Oui, donc j'ai travaillé un peu dans les machines. Du coup, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur un ordinateur qui, paraît-il, a surpassé l'homme dans la compréhension du texte. Et ma réflexion est la suivante, c'est la machine, si complexe soit-elle, aujourd'hui, on lui donne encore les entrées et sorties. Et que si on la met dans la jungle, bah, elle ne vaut plus grand-chose, quoi. Alors que nous, si on nous met dans la jungle, je me suis dit, on l'a déjà fait par le passé, mais on va trouver nous-mêmes nos propres entrées et nos propres sorties. Même si on ne les connaît pas, je dirais même si on va sur une planète extraterrestre, qu'on ne connaît pas du tout, où on n'a jamais vu les perceptions, les entrées, et on ne sait pas quoi faire dedans, on va chercher et on va trouver. Et ma réflexion était là, en fait. Alors, au fait, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas dire que la machine ne pourra pas apprendre de son propre fonctionnement. Je ne dirais pas expérience, parce que je réfère expérience justement à des corps en situation. Alors, une machine peut apprendre, peut se reprogrammer en incorporant des fonctionnements antérieurs. Le problème, c'est que les actes du vivant n'ont pas comme objectif simplement de fonctionner. La différence, elle est là. Si je suis dans la jungle pour moi a un sens. C'est-à-dire, un sens, ça me rappelle des choses. En plus, il faut voir quand même qu'est-ce que c'est l'évolution de l'espèce. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes, des comportements archi-archaïques qui vont se déclencher. C'est-à-dire qu'il y a toute une complexité qui est immédiatement prise dans une sens, régénération du sens, questionnement du sens de ce qui est en train de m'arriver. Alors donc, il n'y a jamais cette linéarité. En tant que la machine, elle pourra faire des choses utiles. Elle pourra réagir de façon utile. Mais le vivant ne se caractérise pas du tout pour faire des choses utiles. C'est-à-dire que le vivant, il suit son destin, pour dire comme ça. Et il y a une différence radicale entre destin et programme. Destin, ça ne veut pas dire fatalité. Destin, ça veut dire la donne. La donne. Par exemple, moi j'ai travaillé un peu en éthologie en étudiant les oiseaux migrateurs. La vérité, c'est que c'est impossible de déterminer un modèle utilitariste de pourquoi migre un oiseau. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un oiseau, il peut avoir tout ce qu'il faut pour survivre et il va migrer. Il va migrer. Et même si vous avez plusieurs générations d'oiseaux migrateurs que vous les enfermez en lui donnant tout ce qu'il faut pour manger, il va migrer. Pourquoi? Parce que, effectivement, la donne, ce qu'on appelle le destin dans le sens soft, disons, pas fataliste. Le destin, c'est ce qui nous compose, mais ce qui nous compose est infini. Ce qui nous compose, regarde toute l'évolution de l'espèce, regarde, comme je disais tout à l'heure, les murs de la prison, n'est-ce pas? Alors, le vivant ne fait pas ce qui est utile. Le vivant suit un destin qui les dépasse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas transparents en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être transparents en nous-mêmes. En tant qu'un programme, il est transparent à lui-même, n'est-ce pas? Et toute modification du programme sera dans la transparence. C'est-à-dire que, par exemple, un programme va se modifier pour dépasser une difficulté. Mais un être vivant
il va absolument pas modifier son comportement par rapport à une difficulté actuelle. Vous comprenez? Et non. On s'adapte aux situations. Si la capacité d'adaptation, elle est minime. Parce qu'au fait, je ne sais pas, d'un point de vue biologique comme d'un point de vue psychanalytique, on voit bien que l'être humain et les vivants, il va tout. Je le vais dire avec la phrase de Canguilhem, après j'explique un peu des exemples. Canguilhem, il va dire, un être sain, un organisme sain, il va toujours préférer suivre son destin que sauvegarder sa vie. N'est-ce pas? C'est-à-dire suivre son destin. C'est-à-dire qu'un être humain, pour les animaux c'est un peu différent, mais c'est le même fonctionnement, un être humain, il va sentir que son truc c'est voyager. Ou il va sentir que son truc c'est aimer Marinette. Ou il va sentir que son truc c'est jouer la musique. Eh bien, s'il est sain, dit Canguilhem, physiquement et psychiquement sain, il va suivre ce tropisme-là, même au danger de sa vie. En tant qu'une machine, non. Une machine, s'il y a un danger dans le sens linéaire et non stable, il va modifier son comportement. Donc, les vivants ne font jamais fitness, ne font jamais adaptation. Les vivants co-évoluent et changent, effectivement. Hein, mais c'est le fameux truc des scorpions, les scorpions qui piquent la grenouille. C'est-à-dire que les scorpions, s'ils ne piquaient pas la grenouille, ne seraient plus un scorpion. Alors, c'est Socrate, hein, on sort des scorpions à Socrate. Socrate, quand vous savez, il y a un des disciples de Socrate qui vient et le dit, quand il doit avoir la ciguë, non, quand il doit mourir, il y a un disciple de Socrate qui vient et le dit, écoute, moi je suis fils de riche, mon père est un riche, je ne sais pas quoi, et je peux soudoyer les gardes pour te faire fuir. Si je ne le faisais pas, en plus le mec il dit, c'est pas pour toi, il dit, si je ne le faisais pas, on dirait, mais vraiment, ce mec aurait pu sauver Socrate, il n'a pas fait. Alors, s'il te plaît, Socrate, et Socrate lui dit, mais tu es fou. Je ne vais pas affronter la grande mort pour éviter la petite mort. Non. C'est une traduction de ce que dit Canguilhem. La petite mort, c'est quoi? La petite mort, c'est dire ma survie. Et la grande mort, c'est renoncer à mon destin. Les scorpions est socratique, le vivant est socratique, la machine n'est pas scorpioniste ni socratique. La machine, toujours, n'a pas d'autre possibilité que de se modifier vraiment par auto-apprentissage, comme on veut, mais dans le sens d'une performance positive. La négativité qui fait partie du vivant, pour la machine, ce n'est pas une faille structurante, c'est une défaillance. Le vivant se structure autour des failles profondes qui constituent un destin. Alors, être amoureux, par exemple, être amoureux, en général, c'est une énorme faille, quoi. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Pour la machine, il vaut mieux pas. Eh bien, ça n'empêche, vous voyez, c'est-à-dire que heureusement, c'est comme ça que les psychanalystes, on peut entretenir nos familles plus ou moins nombreuses, parce que les humains, ils n'ont rien à foutre de ce qui les fait du bien, ils suivent leur destin ou leurs symptômes. N'est-ce pas? Alors, tout le travail analytique, ce n'est pas de faire qu'un pauvre être humain fasse ce qui lui fait du bien. Non, ce n'est pas notre boulot. C'est pas le boulot, c'est pas que la personne fasse ce qui lui fait du bien. Notre boulot, et ça c'est une différence entre thérapie, une différence philosophique et éthique fondamentale. Hein. Notre boulot en tant que psychiatre, en tant que psychanalyste, moi je suis phénoménologue, ou peu importe, n'est-ce pas, par rapport à d'autres thérapies, c'est que notre boulot, c'est pas que quelqu'un fasse ce qui lui fait du bien. C'est que quelqu'un s'axe derrière son destin. Vous comprenez? Qui suive ce tropisme. Et non pas. Vous comprenez? C'est pour ça que nous ne savons pas si les mecs doivent arrêter de fumer, si les mecs doivent arrêter de voir Marinette, si les mecs doivent arrêter de peindre, si les mecs doivent pas migrer. Vous comprenez? Il y a les deux côtés, ce que disait Madame. Non, il n'y a pas de côté, c'est fini. La machine est tombée en panne, nous on va chercher, et elle ne va pas se réparer. Si, elle peut se réparer, bien sûr. C'est nous qui intervenons pour la réparer. Non, malheureusement ou heureusement, la mamotre qui marque 10h10, et là, non, elle a 115 ans. Elle, si je la remonte pas les matins,
Si. Alors, les machines actuelles, non. Les machines actuelles, D'accord, les machines elles se actuelles. réparent Mais la toutes seules. Bon, la voiture, elle tombe en panne, elle va pas se réparer. Si, mais je ne sais pas si tu es au Nous, on va courant. réfléchir pour la faire réparer. Pour Oui, la mais, réparer. si, mais je ne sais pas si tu es au courant que depuis quand même maintenant quelques décennies, on s'en fout de la réflexion du mec. La question c'est comment par big data, par un tas de Oui, processus voilà, autonomes. c'est une nouvelle technologie dans laquelle j'ai du mal à rentrer. Voilà. Je ne te conseille pas de rentrer, mais dans tous les cas, si, la machine va se réparer, sauf qu'elle va se réparer en excluant la négativité. Or, le vivant et la culture incorporent la négativité. Tous les projets politiques d'émancipation qui rêvaient des mondes sans négativité ont produit de la terreur. Pourquoi? Parce que la négativité qu'on essayait de chasser dans les projets politiques révolutionnaires revient comme terreur. La terreur post-révolutionnaire n'est pas un accident. Et le retour inévitable de l'irrationnel et de la négativité qu'on a essayé de chasser. La réunion à Buenos Aires, là, pour finir là-dessus, qu'on va organiser une réunion internationale à Buenos Aires, un des axes principaux est justement l'idée de comment penser et comment s'adonner à des pratiques d'émancipation que justement ne doivent pas partir de la possible élimination de la négativité. Vous comprenez? Les vivants incorporent la négativité. Les vivants n'ont rien à foutre de ce qui va le faire. Et essayez avec vous, avec vos amis, essayez de vous dire, faire 1 heure de gym par jour me fait du bien. Arrêter de fumer me fait du bien. Ne pas manger du sucre me fait du bien. Ne pas boire marinette me fait du bien. Et après, vous ne faites rien de tout ça. Heureusement, parce que vous n'êtes pas encore à ces machines. Oui, c'est vrai.